C'est la rentrée à TVCO et ça me fait plaisir de commencer la série d'entrevues que nous faisons à chaque semaine avec les élus de la région. On commence ça maintenant avec le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Jean-Guy Bouchard. Jean-Guy Bouchard, bonjour. Oui, bon matin. Jean-Guy Bouchard, on savait que ça allait brasser pendant les fêtes du 350e à Petite-Rivière, mais on ne s'attendait pas que ça brasse comme ça dans les résidences de tourisme. On en a beaucoup entendu parler d'un gros party qui s'est fait hors de contrôle dans la municipalité de Petite-Rivière ces dernières semaines. Oui. Pouvez-vous nous donner votre version des faits là-dessus? Bien, écoutez, rapidement, nous autres aussi, ça nous a surpris de voir finalement un attroupement semblable au niveau des résidences touristiques. On parle de 150 personnes dans la maison. Oui, c'était confirmé par la SQ quand ils ont été appelés pour se déplacer pour évaluer l'ampleur aussi de l'attroupement. Mais évidemment, on avait déjà, depuis 2-3 ans, on a mis beaucoup l'emphase là-dessus sur la qualité de vie à laquelle le règlement impose les gens pour éviter le bruit. En tout cas, ça va bien. On a quand même fait... il y a eu beaucoup de résultats qui ont été faits à ce niveau-là. Mais dans le cas des actions comme ça, c'est pas la première fois qu'on le vit. Fait que là, on est en train déjà de voir avec la Sûreté du Québec, puis voir aussi notre règlement de qualité de vie, pour revoir à un moment donné, dans les contraventions, d'en rajouter, puis voir aussi les coûts, les amendes qui pourraient être attribuées. Mais ce qu'on a constaté, là, quand ce genre de choses-là arrive, là, puis vous l'avez mentionné dans un communiqué, la municipalité, on a comme l'impression que vous n'avez pas bien de poignée pour faire arrêter le party. Là. Vous êtes obligé de laisser aller les choses puis d'y aller par voie réglementaire. Là. Mais autrement, quand vient le temps d'intervenir, vous n'avez pas les pouvoirs qu'il faut pour intervenir. Vous avez touché un élément qui est important. On n'a pas finalement toute la partie des permis touristiques qui sont émis. C'est la SIC, c'est le ministère du Tourisme aussi qui les émet totalement. Vous, comme maire, ne pourriez pas dire demain matin, on enlève le permis de ce résidence-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, on n'a pas ce pouvoir légal-là. Puis pour arriver à ça, il faut cumuler des infractions faites par notre agence de sécurité, Deuxièmement, des infractions qui est données par la SQ et qui est décumulée consécutivement 3 ou 4 contraventions mais c'est pas la première sérieuses. fois, lui, qui est en contravention. Là, je ne sais pas son nom, mais c'est sûr, un attroupement comme celle-là, c'est encore pire. Puis on veut se le citer comme exemple pour que ça ne devienne plus finalement des rassemblements qui deviennent assez régulièrement. On ne veut plus en avoir des rassemblements comme ça. Mais le propriétaire a été sensibilisé aussi. Il y a eu des actions qui étaient faites dans des alarmes qui étaient envoyées au propriétaire à laquelle il a demandé à la SQ d'évacuer les gens. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas en nombre assez nombreux par rapport au nombre qu'ils avaient évacué. Et les gens aussi avaient des comportements peut-être un peu exagérés dans la nuit. Ça fait qu'ils ont bloqué la rue puis ils ont été un certain temps. Mais vous, là, à la municipalité, est-ce que vous allez demander que l'on révoque le permis de cette résidence? Allez-vous aller jusque-là? Là, on va voir le rapport écrit de la Sûreté du Québec. Il y a eu des contraventions d'émis. Ça va être un constat officiellement écrit. Puis on y va avec des mesures, là, finalement, par étapes. C'est ce que le ministère du Tourisme nous exige. Actuellement, là, vous n'êtes pas prêt tout de suite à dire qu'on va révoquer le permis, on va demander la révocation du permis. On ne peut pas le faire automatiquement. On n'a pas ce pouvoir-là. C'est ça le problème. On essaie de voir avec la SIC comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions. Mais en attendant, les infractions cumulées, puis il y a des situations dans lesquelles, c'est le propriétaire, ça arrive plusieurs fois, on cumule, puis après 3 ou 4, là, on peut être en mesure d'aller à la cour avec le propriétaire qui fait des résidences touristes puis lui faire perdre son permis. Mais ça prend des conséquences d'actions consécutives. Puis on est rendu où dans l'échelle des conséquences? Là, écoutez, là, on est rendu finalement dans l'enquête maintenant. On n'a pas eu le rapport écrit de la SQ. C'est pas sa première contravention, c'est ce que je veux dire. Là. Il est fautif à plusieurs reprises, ce propriétaire de permis-là. On en a quelques-uns qu'on a dans le collimateur qu'on surveille de très près, parce que c'est pas tout le monde. Il y en a beaucoup, finalement, qui sont raisonnables, mais on en a quelques-uns à laquelle les numéros civiques sont concernés. Les propriétaires sont appelés régulièrement quand il y a du débordement. Mais c'est pas tous les jours, là, mais je veux dire... Je me trompe pas si je dis principalement le problème, c'est les maisons qui sont situées dans le milieu du village. Pas nécessairement. Là, ce qu'on a vécu... Il y en a eu ailleurs, oui? Non, mais c'était dans Martine. Dans le secteur du village, là, on en a très peu, d'abord, de résidences touristiques. Ceux qui étaient là avaient des droits acquis. Alors, ce qui s'est passé, c'était dans la Martine? Oui, c'était dans la Martine, dans des secteurs où, à un moment donné, les gens, même s'ils sont sensibilisés qu'il y a des résidences autour, sont quand même à une distance quand même assez importante. Mais malgré tout, si le party est trop élevé, et puis que le règlement sur la qualité de vie puis les heures de couvre-feu, qu'on pourrait appeler ici, n'est pas respecté, à un moment donné, on intervient. Et Espoir Conneuf, c'est ça le rôle qu'ils ont. Partir des visites, essayer d'avertir d'abord le responsable du groupe. Vous avez le locataire, puis vous avez aussi celui qui est propriétaire. Ça fait qu'il y a 2 interventions là-dessus. Oui, le propriétaire n'est pas responsable des locataires. On peut le comprendre aussi. Là. À un moment donné, il a vérifié certains éléments, là, mais c'est ce qu'on veut aller plus loin dans cet aspect-là. On va tout de suite enchaîner avec un autre dossier. Merci pour les explications. Ouais. Parlons d'habitation de Petite-Rivière. Vos fameux logements sociaux, on dit, là, les logements pour les... Après abordable. Après abordable, ça fait 3 ans qu'on
qu'on en parle. Oui. La construction est presque terminée. Ben, ça va bien. Ça va bien. Je dois dire que l'entrepreneur a pris les bouches à double. Il a quand même commencé plus tard parce qu'on n'avait pas encore le feu vert de la SHQ. On pense à une occupation à partir de quand, à peu près? Ben, on parle sur la fin du printemps, début de l'été 2026, dans le délai. Là. Okay. Actuellement, là, je pense qu'il est rendu autour de la moitié. Il a fait des travaux de rue, les coquilles des maisons sont là, mais on arrive dans la partie technique de l'intérieur. Et c'est un beau projet. On en est fiers, puis on a travaillé fort là-dessus. Comment vous allez procéder pour l'attribution des loyers puis pour choisir vos locataires? Comment? Parce que ça, il y a une journée d'information déjà qui a été tenue. Il y en a eu une. Il y a eu une première rencontre, mais on est encadré aussi par le programme de la SHQ à laquelle ils ont des normes. On n'invente pas la roue là-dedans. Les normes sont déjà ciblées par le ministère de Société d'Habitation du Québec. Ça va se passer comment? Bien, ça va se passer, ils analysent, puis les gens sont demandés, parce qu'on avait une liste déjà auparavant des gens intéressés à vouloir avoir ces logements-là. Ces gens-là ont été réinvités. Ils vont en avoir d'autres. Il y en a un certain nombre qui cadre. On n'a pas les noms officiels. Et après ça, de là, il va y avoir une deuxième demande, une deuxième mouture. Les gens de Petite-Rivière sont priorisés à partir de la première étape. Si des fois, on ne réussit pas à compléter l'ensemble des 20 logements, là, on peut aller à un appel au niveau régional aussi. Mais on peut aussi aller dans des nombres de logements qui ont des critères moins sévères, qui permettent à un moment donné d'avoir des gens qui ont plus de revenus. Plutôt d'avoir le logement inoccupé. Ultimement, qui va attribuer les logements? Est-ce que c'est la municipalité ou bien c'est le gouvernement qui s'occupe de ça? Bien, c'est Accès Logis, qui est une corporation sans but lucratif, c'est elle, à un moment donné, à partir de la liste qu'ils vont avoir, puis le contrôle de l'admissibilité qui va émettre l'autorisation des logements pour les occuper en fonction des critères bien investis qui ont été analysés. C'est dans ce sens-là que ça va fonctionner. Et ça va se faire dans le courant des prochains mois. Bien, il y a déjà une étape de fait. Il y a déjà une étape de fait il y a au moins 3 semaines. Là, la première rencontre était faite. On avait déjà presque une cinquantaine de citoyens qui sont montrés intéressés, qui se sont déplacés pour évaluer les critères, ainsi de suite. Là, on n'a pas le résultat de ça parce qu'il y a un ensemble de critères en lien avec la SHQ qui vont évaluer, oui, il est admissible, non, il y a tel critère, tel critère. Il y a des priorités aussi. Mais les gens qui sont intéressés, là, qui pourraient s'intéresser, c'est Accès Logis, là, c'est la porte d'entrée pour poser sa candidature. Il y a plusieurs personnes qui sont venues et l'analyse n'est pas complétée, mais il y a des gens qui se sont déjà classés dans la première mouture. Il y aura un deuxième appel là, plus tard pour combler l'ensemble des logements. Au début de l'été, vous avez fait une belle initiative pour permettre à vos citoyens de prendre gratuitement le train. Oui. Puis de se promener, puis de s'en servir un peu comme transport interurbain, on va le dire comme ça. Comment ça a été, cette expérience? Bien, c'était un franc succès. C'est un projet pilote qu'on va proposer. Il y a beaucoup de monde qui ont profité du service? Bien, je vais vous dire, les dernières informations que j'ai eues il y a un mois, on avait 200 personnes qui en ont profité durant les festifs. Il y a toujours des personnes qui embarquent. Aujourd'hui, je ne sais pas, on va peut-être en avoir 300. Rappelez-moi, on peut prendre le train le matin, puis on se ramène le soir? Exactement. Ils vont au bureau. C'est nous qui contrôlons finalement l'accès parce qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Le train ne voulait pas avoir cette responsabilité nouvelle. Puis ils viennent au bureau, puis ils disent on s'en va à Baie-Saint-Paul aujourd'hui, on donne un laissez-passer. Et ils prennent le train à l'heure qui convient, puis autour de l'heure que vous connaissez, ils vont à Saint-Paul puis ils remontent dans l'après-midi. C'est fantastique, les gens ont pris des expériences là, les gens, moi j'étais surpris, nous autres on dit on va l'essayer. Ouais. Puis je vais vous dire que Réseau Charlevoix était très, très, très fier de voir à un moment donné cette initiative-là. Puis il faisait ce virage-là de plus en plus, c'est demander que le virage se fait dans le transport collectif, à laquelle les gens pourraient l'utiliser. Là, il y avait comme par exemple les travailleurs du Club Med, plutôt que se promener en autobus dans les côtes de Petite-Rivière, pour embarquer dans le train, là, s'en venir à Baie-Saint-Paul. Il y aurait peut-être des possibilités, mais je ne veux pas répondre pour eux. Il faudra leur poser la question. Pensez-vous que le train a de l'avenir? Pensez-vous que le train a de l'avenir? Bon, moi, je pense que oui. C'est la première année des opérations. Là, ils ont recommencé un peu parce que... Le service avec la municipalité, oui, mais globalement, le train, là? Oui, moi, je pense que le train, il faut qu'il continue dans la version qui est là, mais développer plus aussi l'accès du transport urbain ou le transport communautaire aussi, pour permettre à un moment donné aux gens de l'utiliser comme c'était dans le passé. Maintenant, c'est à eux de prendre la décision là-dessus, mais ce virage-là, à l'interne, c'est discuté. C'est aussi recommandé aussi par le ministère des Transports d'essayer d'ouvrir ces volets-là. Fait qu'ils sont dans cette mouture-là pour le tout début. Puis cette année, bien là, on a fait un test il y a un départ, on a aidé pour le départ. On voulait à un moment donné qu'il y ait une nouvelle chance pour essayer. Puis ils ont fait des coupures énormément. Ils ont fait un plan de relance nouveau. C'est bien organisé. Puis on souhaite grandement qu'ils reviennent pour l'an prochain parce que ça n'empêche pas que la piste cyclable se fasse à côté. On a 3 km chez nous, le long de la voie ferrée. Ça peut très bien se faire en continuité tout le long de Charlevoix aussi pour faire des bandes cyclables autour sans nécessairement enlever le rail. Moi, à mon avis, je ne crois pas que le rail... Plus du côté
côté, on conserve le rail, là, comme tel. Oui, je suis convaincu. Il faudra le garder. Parce qu'il y a deux objectifs. Hein. Il y a le transport, il y a aussi la protection de la bande riveraine. Aujourd'hui, si tu n'as plus de train, la bande riveraine, tu enlèves le rail. Qui va payer pour l'entretien de la bande riveraine? Jusqu'à chez nous, au village, là, il y a des grands espaces à un moment donné où la protection est faite par le chemin de fer. Ça, c'est Train de Charlevoix qui s'occupe de ça. Oui, voilà. Ça fait qu'à un moment donné, si on perdait ça, ça coûterait énormément cher. Puis c'est le citoyen, hein, puis la municipalité qui serait mis en contribution pour l'entretien du rail. Actuellement, il s'est mis dans la contribution de fonctionnement avec le train. Ça me donne envie de vous demander, est-ce que ça va faire partie de votre plateforme électorale? Parce qu'on annonce des élections à Petite-Rivière-Saint-François. Serge Bilodeau, acte scène 1, prise 2, qui revient pour essayer de devenir maire de Petite-Rivière-Saint-François. Ah, c'est son droit. La démocratie en période électorale municipale, c'est... On va le rappeler, c'était serré aux dernières élections. Oui. Vous avez gagné par 23 voix. Oui, mais je dois vous dire que j'étais fier. Pour moi, c'était un gain important parce que j'avais été quand même quitté depuis 12 ans. Je suis revenu. Oui. Ça fait que les gens ne m'avaient pas oublié avec tout ça. Puis on a travaillé fort dans ce mandat-là. Une belle équipe municipale qui revient sensiblement tout au complet, sauf un poste qui va être disponible. Fait que, donc, toute la gang qui est élue... Ils veulent revenir. On a travaillé ensemble, ça va bien. Fait que là, à mon avis, mais M. Bilodeau, il a le droit de prendre ses chances aussi. Ça fait partie de la démocratie. On verra le résultat. C'est les citoyens on va les juger par les citoyens là, quand on arrive dans la période électorale. Donc là, vous allez embarquer en campagne électorale. Vous allez retourner en campagne électorale? Naturellement, sauf que les gens me connaissent, ils savent ce qu'on a réalisé. Vous avez parlé de quelques projets, mais on en a beaucoup d'autres. Quand on parlait tout en montant des investissements qu'on a faits, c'est plusieurs millions qu'on a fait. Puis c'est pas fini. Là, on veut continuer finalement à intégrer toute la partie des services, autant dans la zone urbaine, là, qui est avec les logements, puis l'accès aux quais, puis l'aménagement du parc riverain. Mais on en a des prévus aussi, des parcs municipaux qui sont prévus aussi. Donc vous serez là pour défendre votre bilan? Moi, je suis en plus de temps parce que là, maintenant, je suis à la retraite. Je suis à la retraite officiellement. Plus d'autobus scolaire pour vous? Plus d'autobus scolaire. Okay. Depuis le mois de juillet, je suis à la retraite à plein temps pour la municipalité. Ça fait que je vais avoir un plaisir fou parce que j'adore faire le développement. On a une belle équipe dans le fonctionnement municipal. Puis ça va bien. M. Bouchard, on compte faire un débat avec les deux candidats à la mairie à Petite-Rivière-Saint-François. Est-ce que vous serez des nôtres? Ah, ça me fait plaisir. Bien, merci beaucoup. Puis on se revoit pas plus tard qu'au début de l'automne. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Qui dit mois de septembre qui approche à grands pas, dit bien sûr rentrée scolaire. Dans Charlevoix, comme ailleurs au Québec, cette période marque le retour des élèves en classe, mais également la reprise de nombreux enjeux pour le milieu de l'éducation. Pour faire le point sur cette rentrée 2025, TVCO a rencontré Simon Gagné, directeur par intérim du Centre de services scolaires de Charlevoix. Bonjour Simon. Bonjour Mathieu. On se trouve au centre administratif du Centre de services scolaires de Charlevoix aujourd'hui. On vient parler de la rentrée avec vous. Oui. Bien, tout d'abord, comment vont les inscriptions sur notre territoire de Charlevoix, autant dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires pour cette année 2025? Ça va bien. Je dirais qu'on est encore une légère hausse cette année. Trentaine d'élèves, là, au général, là, primaires, secondaires, qui s'ajoutent. Donc, c'est ça. Donc, on est en stabilité. Et du côté enseignant, on parle beaucoup à travers le Québec dans les nouvelles de manque de personnel qualifié. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment ici dans notre région? Bien, en fait, depuis le début de la pénurie, là, ou de ce qu'on appelle la pénurie, Charlevoix s'en est toujours avantageusement sorti. Cette année ne fait pas exception à la règle. À l'heure actuelle, tous nos postes d'enseignement sont comblés, pratiquement tous là, par des gens qui détiennent la qualification légale. Ceux qui ne l'ont pas à l'heure actuelle, c'est moins que les doigts d'une main. On a un programme d'accompagnement qui est prévu pour ces gens-là. Donc, vraiment, là, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Nos élèves sont devant du personnel qui sont là en quantité suffisante, qui sont compétents, qui sont motivés à leur faire apprendre. Qui ont obtenu leur baccalauréat, là, d'enseignement, entre autres. Tout à fait, tout à fait. On est dans une rentrée un peu particulière cette année, une nouvelle norme qui provient du ministère de l'Éducation à l'ensemble du territoire du Québec. Interdiction des cellulaires à la fois pour le primaire et pour le secondaire. Comment est-ce que vous avez reçu tout d'abord cette nouvelle-là lorsque c'est tombé ici au Centre de services scolaires? Bien, en fait, un peu comme la population générale, je pense qu'on sentait que c'était une mesure qui devenait nécessaire. Quand on regarde, dans le fond, les buts qui sont poursuivis, là, dans le fond, c'est augmenter la socialisation, les interactions entre les élèves
ou sinon entre les élèves et le personnel, puis en même temps aussi augmenter leur disponibilité aux apprentissages au cours de la journée. Il n'y a personne qui peut être contre là, ces buts visés-là. Pour le reste, bien, c'est de faire confiance aux élèves, de les accompagner dans ce changement-là. Il faut comprendre aussi que, dans le fond, l'interdiction visait déjà le cellulaire en classe. Oui. Là, c'est juste qu'on l'étend à l'école et à ses terrains. Depuis 1 an et demi, déjà, c'est interdit dans les classes, là. Tout à fait. Donc, ce que les élèves nous disent, c'est qu'au lieu de le mettre dans la pochette quand je vais entrer dans le local, je vais tout simplement le laisser dans mon casier. On voyait-tu un enjeu de socialisation dans les interactions avec les élèves? Oui, tout à fait. Puis les élèves, puis on le voit dans les médias, les élèves le nommaient eux-mêmes. Là. Ils étaient conscients que c'était une entrave aux interactions humain à humain, et non pas par le truchement d'un appareil électronique. Fait que oui, il y avait un impact. Ceci étant dit, ça se gérait au quotidien. Quand même, on n'a pas vu nécessairement les résultats fléchir à cause de ça. Mais je pense que juste un fait de société, c'est un juste retour du balancier, puis donner la juste place à cet appareil-là. Pour les parents qui diraient c'est vraiment comme un changement à 180 degrés, c'est une mesure qui est très drastique. Est-ce qu'on aurait pu gérer autrement, y aller plus dans l'adaptabilité? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, on aurait pu effectivement y aller en adaptabilité. C'est sûr, je pense que ça aurait peut-être été plus long avant d'en voir les impacts. Oui. Maintenant, reste que l'appareil reste dans la réalité de l'élève. Puis là, je pense où est-ce que ça peut causer plus d'enjeux au niveau de la sécurité, par exemple, ou le fait de devoir rejoindre notre enfant. Bien, tu sais, reste que dans les activités parascolaires, à la fin de la journée, où est-ce qu'il faut qu'on vienne, à quelle heure tu viens me chercher, où est-ce que tu viens me chercher. L'interdiction ne vise pas ça. Ça vise vraiment le temps de classe à partir de la première cloche ou l'arrivée de l'élève à l'école et la dernière cloche de la journée. Puis normalement, l'élève doit être 100% disposé à l'école. Les 2 écoles secondaires ont annoncé dès le début de la présente semaine que les plans avaient été établis, des mesures vraiment sont inscrites dans le code de conduite. Donc, vous êtes prêts là, pour la rentrée? Oui, tout a été mis en place dans nos 3 écoles secondaires. N'oublions pas Saint-Pierre aussi. Oui. Donc, oui, puis tu sais, dans le fond, les discussions ont eu lieu avec les équipes écoles dès l'arrivée. Il y a eu les rencontres avec les conseils d'établissement aussi qui ont entériné, dans le fond, les règles de vie et les sanctions qui s'imposent. Donc, vraiment, là, il y avait une volonté d'être prêt dès la première minute avec les élèves pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, puis qu'on puisse vraiment accompagner les élèves adéquatement dans ce changement-là. Et comment ça s'est déroulé durant les 2 premières journées de la rentrée, là, le cellulaire pour les élèves? Comment les situations ont été gérées? À ce que j'ai eu comme information, ça s'est très bien déroulé. Quelques, évidemment, cas exceptionnels, mais sinon, la majorité des élèves sont arrivés même sans leur appareil. Sinon, le personnel a dit, on les a pas vus de la journée. Fait que, puis, je suis pas nécessairement surpris. Il faut toujours se laisser surprendre par la capacité d'adaptation des enfants, des adolescents. Puis encore une fois, c'est répondre à l'appel avec ce changement-là. Autre dossier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, est revenu au mois de juillet sur des coupures qui avaient été annoncées pour le début de la rentrée. On a réinjecté 540 millions dans le budget des différents centres de services scolaires à travers toute la province, principalement pour ne pas couper des services aux élèves. Tout à fait. Comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Bien évidemment, ça a été reçu. L'ajustement budgétaire a été reçu positivement. Ça nous a, en fait, permis de mettre le niveau de service, grosso modo, le niveau de service qu'on avait déjà par le passé. J'allais dire le niveau de service adéquat, mais qui est encore plus adéquat. Ça nous a permis d'avoir vraiment tout le personnel en place dès le début de l'année pour répondre aux besoins des élèves directement. Parce qu'on s'en allait vers quoi si ces coupures-là étaient vraiment mises en place? Bien, on s'en allait vers des plans d'effectifs qui étaient effectivement réduits, probablement une baisse au niveau des services professionnels ou des services de soutien, mais avec l'ajustement budgétaire, oui. on est vraiment dans le même nombre de personnel, le même nombre d'heures, même qu'au niveau, par exemple, des techniciennes en éducation spécialisée, on a une 50aine d'heures de plus de services directs aux élèves si je compare au début de l'année passée. OK. L'enjeu, évidemment, qui reste par rapport aux compressions budgétaires, bien, c'est surtout les services administratifs puis les autres budgets de l'école qui n'ont pas un lien direct avec le service direct à l'élève. Ça, à ce moment-là, on est vraiment en compression, on fait beaucoup moins de développement, on doit faire des choix un peu difficiles, mais on essaie de minimiser le plus possible l'impact sur les élèves et la qualité de service qu'ils reçoivent.
Autre dossier sur lequel on n'est pas revenu, c'est la francisation. Oui. On avait beaucoup de classes d'élèves dans des classes de francisation ici dans Charlevoix. Oui. C'est plus le cas, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y en est là, sur le terrain à cette rentrée? Oui, on parle au niveau du service de francisation aux adultes? Oui, exactement. Oui, bien en fait, il faut se rappeler que l'an passé, il y a eu un imbroglio qui a fait en sorte que partout au Québec, il y a des classes de francisation qui ont dû être coupées en cours d'année. Il y a eu du très bon travail qui a été fait là, au printemps dernier par les deux ministères impliqués, c'est-à-dire le ministère de l'Immigration, de la francisation et le ministère de l'Éducation, qui sont venus nous garantir les sommes pour, en fait, l'année scolaire au complet. Donc, ça nous a permis vraiment d'élaborer notre plan de scolarisation de ces élèves-là en francisation et l'éducation des adultes. Donc, on sait déjà qu'on va offrir 3 sessions au cours de l'année à 5 groupes par session. Donc, on pense que ça devrait être amplement suffisant pour donner le service aux gens qui en ont besoin. Et qu'est-ce qu'il en dit du côté de l'immigration dans Charlevoix? Est-ce qu'on voit une augmentation des élèves? Est-ce qu'on voit une stagnation, une diminution? Non, on est toujours en augmentation, une augmentation qui a tendance à diminuer dans son intensité. Comme présentement, là, je sais qu'on reçoit une trentaine d'élèves de plus considérés comme nouvellement arrivés au Canada. Sur l'ensemble des 2 MRC, là? Oui, sur l'ensemble du territoire. Là, je parle de toutes nos écoles primaires et secondaires, une trentaine d'élèves de plus à qui il va falloir offrir des services de francisation. Donc, grosso modo, là, on est aux alentours de 120 élèves qui bénéficient de ce service-là. Et comment va l'intégration? Comment ça se déroule de ces jeunes-là? Ça se déroule bien. C'est sûr que c'est pas sans accroc. Il y a toujours de l'ajustement à faire, mais c'est un très bel ajout à nos écoles. La diversité, la couleur que ces gens-là viennent mettre dans nos milieux, de voir. Puis on a beaucoup à apprendre de nos enfants dans des situations comme celle-là, de voir comment les jeunes enfants ils accueillent ça comme un nouvel ami pour jouer, un ami de plus avec qui jouer à la récréation. On les accueille à bras ouverts. Bien, merci beaucoup, Simon Gagné, d'avoir fait le point sur ces différents dossiers-là avec nous et d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ça fait bien plaisir. Merci, Mathieu. Bonne rentrée. Merci. On arrive à la fin du mois d'août, c'est également la fin de la saison touristique estivale. Ce matin, on reçoit le directeur général de Tourisme Charlevoix pour faire le tour sur comment a été notre été dans la région. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, comment ça s'est déroulé l'été dans Charlevoix, dans nos hôtels, nos activités touristiques? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bien, ça s'est bien déroulé. C'est sûr qu'on a eu peur, je dirais, au début, parce que la météo, surtout au mois de mai, mois de juin, c'était pas nécessairement idéal. Mais juin, déjà, on a eu un mois record à l'exception du G7, bien entendu. Là. On a eu cette année 54,5 % du taux d'occupation, donc c'était déjà sensiblement mieux que l'année dernière. Puis juillet, août, en fait, là, on n'a pas encore de chiffres officiels, mais on a fait un peu un sondage au niveau de nos entreprises. Puis les entreprises nous disent toutes qu'ils vont connaître un été soit équivalent à l'année dernière ou encore mieux. La plupart pensent avoir des chiffres encore mieux que l'année dernière. Donc, somme toute, ça se passe quand même très, très bien. Je pense que nos gens étaient prêts. On le voyait dans les sondages d'intention que les gens avaient Charlevoix en mire, mais nos entreprises étaient prêtes, puis je pense qu'on voit les résultats. Est-ce qu'on s'attend à des records? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Bien, je pense que les records, peut-être, je mettrais un bémol là-dessus. Je pense que certaines entreprises ont déjà dit qu'elles allaient battre des records. Je pense à des Fairmont Manoir Richelieu, à titre d'exemple et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être pan-régional? Pendant la pandémie, les gens étaient obligés de voyager au Canada, au Québec et tout. Donc, je serais très, très, très surprise qu'on batte des chiffres qu'on a vus durant la pandémie. Ça allait moins bien au courant des derniers étés, à l'île aux Coudes particulièrement, avec tout ce qu'on a connu entourant les traverses. Du côté de l'île aux Coudes particulièrement, comment ça a été cet été? Avez-vous eu des échos? On a eu quelques échos, mais en même temps, je dirais des fois pas de nouvelles, bonnes nouvelles, là, dans la mesure où souvent, tu sais, à l'île aux Coudes, quand ça va vraiment mal, on nous le fait savoir parce qu'il faut faire des représentations, des choses comme ça. Donc, je pense que globalement, ça se passe bien. C'est sûr que l'île aux Coudes aussi est très forte à l'automne, donc avec les pommes et toutes sortes d'autres produits comme ça. Donc, j'ai hâte de voir comment l'automne va se passer. Ça s'annonce bien de ce que j'entends. Puis, il y avait moins d'incertitudes au niveau des traversiers cette année. Oui. Donc, je pense que globalement, ça s'est bien passé, mais ça aussi, ça va être à confirmer prochainement. On attend beaucoup d'Européens pour l'automne à venir, une saison touristique automnale? Bien, déjà, je peux vous dire que cet été, beaucoup d'entreprises nous ont dit qu'ils en avaient vu plus qu'à l'habitude, mais c'est certain que c'est une clientèle qui voyage généralement plus
au mois d'août, au mois de septembre. Ils vont viser des fois les couleurs d'automne et tout. Donc oui, on en attend certainement plusieurs. Les croisières aux baleines, c'est encore très fort. On nous a dit également plus d'Allemands aussi cet été. Donc bref, je pense que ça se passe globalement bien du côté des Européens. Il y a quelques semaines, vous annonciez, mais en fait, au début de cette présente semaine, je devrais dire, vous annonciez l'obtention de la certification biosphère pour l'ensemble de la région de Charlevoix. Qu'est-ce que ça représente, ça? La certification biosphère, en fait, c'est un outil de certification des destinations touristiques en matière de durabilité. Il y avait une étude de l'Université de Sherbrooke qui avait été faite qui disait que c'était l'outil le plus rigoureux qui existait à travers le monde en matière de certification des destinations touristiques. Nous, on s'est lancé là-dedans. En fait, on ne l'a pas fait, je dirais, pour la finalité. Ce qu'on visait, c'est d'avoir un peu une feuille de route, un plan de match qu'on pouvait suivre pour améliorer un petit peu nos pratiques. Donc, on a passé un peu à travers tout ça. Ça a duré 1 an. On a commencé ça l'année dernière. Puis là, on a eu la confirmation qu'on devenait la 2e destination à l'est de l'Amérique du Nord à l'obtenir. Puis c'est des critères qui vont du social à l'économique, à l'environnemental. Puis, c'est l'ensemble des partenaires qui ont contribué, des municipalités, des MRC, parce que ça ne tombe pas nécessairement tout sous la course, je peux dire, de Tourisme Charlevoix. Oui. Donc, c'est vraiment, je pense, une belle consécration, oui, pour Tourisme Charlevoix, mais surtout pour toute la région. D'un côté, on parle souvent que, on dirait d'été en été, ça va de mieux en mieux le tourisme dans Charlevoix, ça continue d'augmenter. De l'autre, on parle de certification environnementale, on veut toujours devenir plus vert. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe que vous prenez en compte à Tourisme Charlevoix à dire jusqu'à quand on veut développer versus on sait que quand on développe, il y a plus d'automobilistes qui viennent dans Charlevoix, il y a plus d'eau qui est consommée, il y a plus de sentiers qui sont piétinés. Il n'y a pas un paradoxe là, que vous avez des fois à l'esprit? Bien, il y a 2 choses. La première chose, c'est déjà si on regarde la planification stratégique 23-27 qu'on a fait avec 800 personnes, dont plus de la moitié, c'était des citoyens. Déjà, vous remarquerez qu'on ne parle plus de quantité de touristes, on parle plus d'une qualité de touristes. C'est vraiment ça qu'on cherche, c'est plus une qualité qu'une quantité. On est plus dans augmenter la durée moyenne des séjours que faire venir plus de gens. On est plus dans avoir des gens à longueur d'année qu'avoir encore plus de volume durant l'été. Puis on est aussi dans une meilleure répartition des flux, peut-être avoir moins de gens sur des sentiers qui sont surfréquentés, puis avoir plus de gens dans des zones peut-être qui sont un petit peu moins achalandées du territoire. Parce qu'on l'a encore vu à l'Acropole des Draveurs cet été, c'est fou, là. Exact. Puis, tu sais, nous, dans nos stratégies de contenu, on essaye beaucoup de mettre de l'avant, je vais dire, des pépites locales ou, tu sais, des choses un peu moins. Donc, ça, je dirais que c'est probablement... Puis, tu sais, le souci du développement maintenant dans les projets, que, tu sais, je vais vous donner un exemple, mais maintenant, 15 % du financement des projets peut être pénalisé selon la performance en développement durable. Donc, si par exemple, vous ne tenez pas assez compte de la population locale, vous avez, bon, c'est sûr que c'est une catastrophe environnementale, le projet sera juste pas soutenu. Financé, oui. Mais c'est vraiment rendu un angle de développement. On dit souvent qu'on est passé plus dans un rôle d'organisme de gestion de la destination. C'est pour ça qu'on s'est opposé à des projets comme le Géolagon, des choses comme ça, parce qu'on a justement ce souhait-là de préserver un peu l'ADN du territoire qui fait que les gens viennent. Autre dossier, vous annonciez au début de l'été une nouvelle route des saveurs, une image renouvelée. Est-ce qu'on a déjà des résultats là, à ce stade préliminaire-ci? Comment ça a été cet été, la route des saveurs dans Charlevoix? Bien, ça a été lancé il y a un peu plus d'1 mois, là, puis je dirais que ça se passe très bien. Là. Preuve, à titre d'exemple, on avait imprimé toutes sortes de cartes, il a fallu aller en réimpression. Fait qu'il y a vraiment une forte demande pour ça. Je pense que c'est important de rappeler que Charlevoix a été pionnier à travers le Québec, le premier à mettre un circuit gourmand comme ça. Puis là, c'est le fun qu'on lui donne une seconde vie. C'est 80 membres qu'on a réussi à réunir autour de cette nouvelle route des saveurs. Qu'est-ce qui a changé entre avant et après l'ancienne route qui était déjà existante mais qu'on entendait plus ou moins parler et aujourd'hui? Là? Bien, en fait, surtout, je dirais, c'est que on l'a un peu ressuscité là, dans la mesure où elle avait été un peu laissée à l'abandon. On s'était peut-être un peu assis sur le nom de la route des saveurs. Puis là, bien, l'image de marque a tout été réinventée, plus d'identité visuelle si vous promenez sur le territoire, des panneaux qui ont été installés, un micro-site aussi qui a été lancé, des outils promotionnels. Puis là, bien, dans pas long, ce qu'on veut faire, c'est travailler surtout peut-être la structuration de l'offre. Les gens sont très passionnés pour parler de leurs produits,
mais comment on peut passer d'une entreprise à l'autre puis de sentir qu'on fait partie d'un circuit puis tous ces éléments-là. Donc ça, c'est des choses qu'on veut travailler, mais je dirais qu'à date, oui, c'est vraiment un vif succès. On est très, très, très contents. Donc, des développements potentiels à venir encore pour la route des saveurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer, par exemple, des forfaits, des alliances entre différentes entreprises? Bien, je pense qu'on construit l'avion en plein vol. Toutes ces opportunités-là peuvent être regardées. Je pense que déjà, ce qui a été fait est déjà très bien. Mais certainement, notre collègue Charles passe beaucoup de temps sur le territoire, il entend des suggestions et tout. Fait que je suis certain que ça va beaucoup évoluer dans les années à venir. Autre nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines, vous annoncez la création d'un fonds d'appui à la certification éco-responsable, le FAS. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, en fait, ça rejoint beaucoup ce qu'on vient de discuter là, de la certification biosphère, c'est-à-dire que la certification biosphère, il y a le volet destination, mais il y a le volet aussi entreprise. Puis ce qu'on veut, bien, c'est accompagner le plus d'entreprises pour qu'ils puissent aller chercher cette certification-là. Encore une fois, surtout pour leur donner une feuille de route sur comment ils peuvent améliorer leurs pratiques et tout. Donc, on travaille avec la région de la biosphère de Charlevoix, qui sont les partenaires qui sont dans l'accompagnement. Mais souvent, les entreprises, un moment donné, ils vont rencontrer une embûche où ils doivent mettre en place quelque chose. Je ne sais pas, je vais dire l'efficacité énergétique, à titre d'exemple. Puis là, bien, ça représente, je ne sais pas, 5, 10, 15 000 d'investissements qu'ils doivent mettre. Bien, nous, en fait, on a un fonds, en fait, de 100 000 par année qu'on met en place pour les soutenir dans des initiatives qui vont leur permettre d'aller chercher cette certification-là. Donc, par exemple, on pourrait donner 20 000 à une entreprise pour améliorer son efficacité énergétique. Bien, ça lui permet de cocher des critères de plus pour aller chercher la certification puis d'améliorer ses pratiques. Donc, c'est un peu ça l'idée. On a-tu des gens qui ont levé la main à date, des entreprises qui se sont montrées intéressées? Pour l'instant, non, parce que, bon, ça vient quand même d'être lancé récemment. Puis l'été, je vous dirais que c'est une période où les entreprises n'ont pas beaucoup de temps, généralement, pour monter des projets. Donc, j'ai espoir qu'à l'automne, on va avoir plus de projets. Puis là, on est déjà en accompagnement de 4 entreprises dans la première cohorte. Mais là, dans la deuxième cohorte, il y en aura 10 à 12, plus volumineux. Donc ça va certainement générer de la demande. Ça me fait penser, on est rendu à peu près à combien de programmes, de fonds à Tourisme Charlevoix qui viennent encourager différentes facettes de l'éco-responsabilité? À Tourisme Charlevoix, on avait le plan montagne. Le plan montagne est terminé. Puis là, maintenant, on a le FAS. Fait que je dirais, activement, on a juste un fonds pour ça. Autre dossier qu'on a un peu moins parlé cet été, mais que durant la dernière année a fait couler beaucoup d'encre, le train touristique de Charlevoix. Comment ça a été l'achalandage touristique, les visiteurs qui venaient de l'extérieur, qui réservaient des forfaits? Qu'est-ce que vous en savez à Tourisme Charlevoix? En toute transparence, j'en sais très peu. Là. J'avais vu un article là, de Mme Nancy Bellé là, au début de l'été qui disait qu'il était agréablement surpris par les chiffres et tout. Mais sinon, moi, j'ai pas eu nécessairement de suivi depuis. Il y aura certainement une occasion de faire un post-mortem peut-être à l'automne pour savoir un peu comment a été la saison. Donc, il est trop tôt pour dire si on croit toujours à l'avenir du train? Bien, je pense que ça va vraiment dépendre des chiffres qu'ils ont eus, puis si eux-mêmes sont confiants aussi en l'avenir du train. Donc, je pense que c'est vraiment une belle discussion qui devra avoir lieu à l'automne. Bien, je vous remercie, Michel, d'avoir accepté notre invitation ce matin et puis d'être venu nous parler de tous ces dossiers-là. Mais ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonjour Thérèse Lamy, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir, d'autant qu'on peut être dehors pour parler d'une chose qui touche un peu l'extérieur, oui. Bien, on se rencontre justement pour parler de l'UTA, l'Université du troisième âge. En quoi ça consiste pour débuter? L'Université du troisième âge, c'est relié à l'Université de Sherbrooke. Ici, nous avons ce qu'on appelle des antennes. Il y en a une trentaine au Québec. L'antenne de charlevoisienne fonctionne déjà depuis un bon nombre d'années, au moins une vingtaine d'années, je crois, qui a été initiée par des femmes qui voulaient que les personnes à la retraite puissent étudier, avoir le plaisir d'apprendre. Essentiellement, l'UTA, c'est l'Université du troisième âge, je vous l'avais dit. Alors, essentiellement, c'est pour les personnes de 50 ans et plus qui désirent apprendre, mais
ne veulent pas avoir d'examen, ne veulent pas faire de devoirs, peuvent faire les lectures s'ils veulent, mais c'est comme des étudiants libres, hein, dans le fond. Parce qu'il y a toujours une curiosité, peu importe l'âge, dans la poursuite de l'apprentissage. Bien, c'est sûr, c'est important pour le cerveau, d'abord, de continuer à apprendre, de le stimuler. Hein, pour que ça fonctionne. C'est une façon de combattre les difficultés. Et puis aussi, c'est aussi une activité sociale parce que ça réunit les gens, des fois, qui sont seuls à la maison, puis n'ont plus de conjoint ou de conjointe. Alors, ça leur donne un lieu de rencontre, mais dans un but commun, c'est-à-dire apprendre, échanger entre eux avec un professeur qui est désigné par l'Université de Sherbrooke. Fait qu'il y a tout ça dans l'UTA, ce rassemblement de gens qui veulent apprendre et puis qui sont curieux, puis qui en même temps veulent échanger avec d'autres. Dans Charlevoix, on a 2 antennes, une du côté de la Malbaie, une du côté de Baie-Saint-Paul. Ça fait combien de temps, depuis avant les années 2000, que ça existe? Je crois. Je ne veux pas m'avancer avec certitude, là, parce que je n'ai pas fait ma recherche historique sur le sujet. Oui. Mais ça fait déjà un bon moment. Et que, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi les cours, très divers. On a eu des cours en géographie, en histoire, en géologie, en littérature, en musique. Vraiment une très grande variété de sujets depuis les années. Et là, il y a un nouveau cours qui débute cet automne à Baie-Saint-Paul, également un autre du côté de la Malbaie. Qu'est-ce qui va se donner comme classe ici à Baie-Saint-Paul? À Baie-Saint-Paul, c'est les impressionnistes, c'est le mouvement impressionniste. C'est intitulé « Le mouvement impressionniste, la rupture avec les traditions ». C'est un professeur que je ne connais pas, je ne peux pas vous en parler malheureusement, mais elle se nomme Mélissa Clavel. Le professeur est désigné, approuvé par l'Université de Sherbrooke. Et puis, on va parler d'art. On va parler d'art. Histoire de l'art. On va parler des impressionnistes, précisément. C'est-à-dire, tu as tout le mouvement de l'impressionnisme qui commence, en fait, au 19e siècle. La plupart des peintres que l'on connaît de cette époque-là, on nomme Manet, Monet, Renoir, tous ces peintres-là sont en rupture avec l'époque précédente et vont peindre d'une façon très, très différente. Alors, c'est ça que le cours veut examiner, à la fois la rupture avec la tradition précédente. Avec l'académie. Avec l'académie, justement, et voir qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné de belles œuvres d'art, hein, bien sûr. On pourrait dire, dans le fond, si on regarde l'histoire de l'art, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de l'art, mais c'est toujours... Hein, on voit dans les mouvements, c'est la même chose en littérature. Il y a toujours une espèce de mouvement vers, puis un mouvement contre. Oui. Hein? Alors, l'impressionnisme, c'est la même chose. C'est un mouvement vers quelque chose d'autre, mais un mouvement qui réagit à d'autres formes d'art. Alors, si on pense, là, on vient de vivre le symposium, là, à Baie-Saint-Paul, bien, on n'est plus à l'époque de l'impressionnisme. Si vous avez regardé les œuvres des artistes et tout ça, on est rendu ailleurs. Mais ça a évolué. Si on faisait l'historique de tout ça, on pourrait trouver la genèse. C'est la même chose pour l'impressionnisme qu'on va avoir à l'automne. Puis les gens de la Malbaie, eux, auront Trompe Manie. Et puis, à l'hiver prochain, bien, on va changer. L'impressionnisme s'en va à la Malbaie, puis nous plongerons dans la Tropomanie. Des enjeux sociopolitiques. Oui, sociopolitiques. C'est très différent, là. Hein? Très, très. Je vous demanderais pourquoi est-ce que vous avez décidé de porter cette cause-là, de sortir publiquement et d'inviter les gens du 3e âge, de 50 ans et plus, à venir participer au cours. Est-ce qu'il y a des enjeux d'inscription? Les enjeux d'inscription, je crois pas, mais c'est pas très coûteux. En fait, nous, je pense, c'est 45, 50, 60 $, là. On peut s'inscrire en ligne, c'est assez simple. Je pense que c'est les gens, d'une certaine façon, université, ça fait encore peur, peut-être, à certaines personnes. T'imagines, là, je vais avoir des devoirs, puis, tu sais, c'est toute la chose scolaire. On sait que, dans Charlevoix, on a une population qui est encore sous-scolarisée. Et il se peut que pour une certaine portion, les gens se disent « pas pour moi, ça ».
L'université, là, c'est pas mon calibre. Et, tu sais, on a encore de l'analphabétisme fonctionnel ici. Alors, mais c'est pas toute la population. Alors, d'une part, il peut y avoir ces réticences-là. Il peut y avoir aussi des réticences simplement de déplacement, quoique les cours se donnent maintenant l'après-midi. Donc, ça évite, parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas ça, se déplacer le soir. Là, le cours est le mercredi, et puis ça commence en septembre. Donc, c'est en fait le 24 septembre au 29 octobre, donc avant l'hiver. 24 septembre au 29 octobre, on le rappelle. Est-ce que Baie-Saint-Paul pourrait voir son cours annulé là, si on n'a pas assez d'inscriptions? Oui. C'est pour ça, là, et vous m'avez revenir à votre question, je n'ai pas oublié, c'est que si on n'a pas au moins 18 inscriptions, le cours risque d'être annulé. Fait que c'est important de faire connaître, puisqu'on a eu des petites pannes de cours là, depuis 2 ans où le cours ne s'est pas donné pour un manque d'inscription. Bien, moi, je me suis dit, c'est important. Je pense qu'on bénéficie tous et toutes de bons cours. C'est très agréable, ça sollicite le cerveau, c'est un défi intellectuel. Oui. Et en même temps, bien, ça peut être aussi l'occasion de plaisirs sociaux qui ne sont pas à négliger là, quand on vieillit, autour de cours. Donc, c'est important. C'est pour ça là, que moi, je voulais intervenir, d'autant qu'il y avait une personne. On n'a plus notre comité de bénévoles qui s'occupait de la promotion, tout ça. Il reste un bénévole qui est l'interlocuteur avec l'Université de Sherbrooke. C'est M. Jean Bergeron. Puis il m'a permis de donner son numéro de téléphone parce que si les gens ont des questions supplémentaires, ils peuvent l'appeler. Oui, je lui ai demandé hier. Alors, son numéro de téléphone, je vais le dire lentement, c'est 418-435-5327. 435-5327. Ben bravo, vous êtes bon élève. Donc, à quel endroit ça se déroule, les cours, à partir du mois de septembre? Alors, à partir du mois de septembre, nous serons à la bibliothèque René Richard, dans la salle Pierre Perrault. Oui. Alors, les gens qui veulent s'inscrire, comment ils doivent faire maintenant? Bon, là, ils peuvent s'inscrire en ligne. Alors, en ligne, il faut aller... Bien là, c'est toujours embêtant de donner ça, mais vous allez pouvoir l'écrire. On va l'inscrire à l'écran, oui. C'est usherbrooke.ca, /UTA, UTA, et puis ensuite, /PROG, P-R-O-G, /CVX. De toute façon, vous allez l'écrire, fait que les gens vont le voir. Alors, c'est un site facile à utiliser. Vous allez là, et puis là, vous n'avez qu'à suivre la démarche d'inscription, et puis vous ne payez pas tout de suite. On paye après le premier cours. On peut aller tester si on aime ça. Oui, puis, tu sais, parce que là, ils ne veulent pas être obligés de faire des remboursements pour rien, j'imagine. Alors, là, si on peut tester si on n'aime pas ça, si on n'aime pas la fraise du professeur, ça se peut. Hein? Tout arrive dans la vie. Et puis, on peut se faire rembourser aisément. Donc, on rappelle les informations. C'est du 24 septembre au 29 octobre, un cours sur l'art, le mouvement impressionniste, qui se déroulera à Baie-Saint-Paul, à la bibliothèque René Richard. On espère avoir un minimum de 18 inscriptions pour que le cours puisse se tenir. Oui. Et puis, je vous... puis il faut dire les heures, hein? Je pense qu'on n'a pas dit les heures. C'est de 13h30 à 16h. Donc, dans l'après-midi, mercredi. C'est ça. Mais je vous remercie beaucoup, Mme Lamy, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, puis on vous souhaite bonne étude. Bien, merci, puis il faut venir nombreux.